Bonjour, bienvenue dans le podcast À cœur ouvert. À cœur ouvert, c'est le podcast où on parle un peu de tout, de l'actualité. Et aujourd'hui, je suis très heureuse de discuter avec un éminent expert du Sahel. Il est malien, il voyage beaucoup, il participe à de nombreux panels et conférences internationales sur la situation des États du Sahel. Il est aussi le directeur exécutif du Centre d'études et de stratégie au Sahel. Docteur Ali Tunkara, bonjour. Bonjour. Maman. C'est un plaisir de te recevoir dans ce podcast parce que toi et moi, on se croise souvent dans les panels, dans certains voyages. Comme je me rappelle, la dernière fois, nous étions en Italie, à Cadenabia, pour cet atelier un peu sur la situation sécuritaire au Sahel. Et là, c'est la première fois, en fait, qu'on fait une conversation vraiment en duo. Euh, donc, c'est assez intéressant. Comment est-ce que ça va? Non, ici ça va, au Mali, tout se passe bien. Espérons Tout se passe que chez bien? toi également tout se passe bien. On peut La nourrir situation? l'espoir. On fait nourrir l'espoir. L'espoir. Justement, c'est très intéressant de commencer par là. L'espoir, c'est quelque chose qui est très important hein, dans la vie de tous les jours, justement aujourd'hui. Est-ce que tu dirais que, il y a de l'espoir, en fait, pour les populations du Mali, du Sahel, par extension? Bon, c'est vrai que ça va dépendre de quel Malien ou de quel Sahélien nous allons nous adresser pour savoir si toutefois l'on peut nourrir l'espoir ou pas. Mais ce qui reste globalement perceptible, les Sahéliens, dans leur écrasante majorité, ne sont pas dans une lecture linéaire à la fois de la situation politique et même sécuritaire, d'où par endroits et par moments de perceptions à la fois contradictoires, mais des perceptions qui aussi nous donnent un peu toute la difficulté de la saisie du contexte sahélien, que ce soit sur le plan sécuritaire, sur le plan de la gouvernance et même sur le plan développement. Alors justement, sur le plan sécuritaire, comment vont les choses? Parce que lorsqu'on est à l'extérieur, un peu comme moi, on a le sentiment, en tout cas la perception est que euh, la situation est assez difficile sur le terrain. Comment justement relativiser cette perception pour ceux qui vivent là-bas? Là, c'est vrai que les perceptions sont fonction qu'on soit dans des environnements dits hostiles, donc les localités qui connaissent le Mhm. terrorisme ou les conflits locaux, ou que l'on visite ces localités de façon prolongée, ou que l'on soit distant de ces localités. Lorsqu'on vit dans ces environnements qui connaissent le tourisme et les conflits locaux, il est objectivement remarquable que les efforts consentis par des pays comme le Mali, le Burkina Faso et le Niger il y a 2 ans de cela, dans la partie dite de l'Iptako-Gourma, donc les frontières de part et d'autre, sont des efforts qui ont permis non pas de finir avec le terrorisme, mais de déstabiliser les quartiers généraux de groupes radicaux violents, en l'occurrence Al-Qaïda et l'État islamique. Donc, de façon objective, les actions que mènent les armées des États de l'AES ou des États de l'Alliance des États de l'AES sont des actions qui permettent par moment et par endroit d'asseoir un débit d'accalmie. Ça, quand on vit dans ces environnements, on a une telle perception. Mais lorsqu'on fait des allers-retours, la perception qu'on peut avoir de ces environnements, c'est quand même, il reste des territoires où des pans entiers qui ne sont pas facilement accessibles à la fois, même par les militaires, a fortiori, par les populations civiles. Donc, de ce fait, l'observateur averti et il est un peu nuancé en termes des résultats obtenus à la suite des actions militaires que mènent ces 3 États, le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Maintenant, la dernière perception qu'on peut avoir
de ces localités est une perception qui est quand même distante, hein, à partir des centres urbains ou à partir de l'extérieur de ces trois pays. On commente l'insécurité. Généralement, cette dernière catégorie de perception, elle est parfois chargée. Elle est par moments traversée par des commentaires et non par des faits. Et ce qui fait que tu peux aisément constater qu'un Bamakois, quelqu'un qui vit à Bamako, quelqu'un qui vit à Ouaga, quelqu'un qui vit à Niamey ou quelqu'un qui est à Paris, à Washington, la manière dont la personne aborde ces questions de sécurité dans les Sahel ne serait pas tout bout de champ en face avec le réel. On est parfois dans les lectures officielles Oui. qui ne sont pas forcément euh, conciliables avec les lectures réelles. Donc, nous avons, de façon un peu simplifiée, ces trois perceptions quand on parle en particulier du Sahel au prisme des questions de sécurité, du terrorisme, de l'extrémisme violent et même des conflits. Alors, et en même temps, cette question de la sécurité, docteur Tunkara, on y a été confronté. La menace n'a jamais été aussi proche. On se le rappelle qu'en septembre dernier, lorsque la capitale elle-même, elle a été attaquée, en son école de gendarmerie, ça veut dire que finalement, quelle que soit la perception qu'on a de cette menace, elle est présente, elle peut subvenir à tout moment. Il n'y a aucun endroit, en fait, comment dire, qui est dénué de tout danger. Non, c'est vrai que ça fait peur que de localités comme Kati ou Bamako soient touchées, même Nioro, par des groupes radicaux violents Nioro, donc dans le sud du Mali, donc des parties qui sont un peu frontalières de la Mauritanie. Même à certains égards de la Guinée, c'est inquiétant du point de vue du citoyen, du point de vue du Sahélien et même du point de vue des analystes. Mais sauf que lorsqu'on regarde la manière dont ces attaques sont dirigées contre des localités jusqu'ici épargnées, du point de vue analytique, ça démontre aussi que les groupes radicaux violents, dans ce qu'on appelle dans les jargons militaires, sont dans une sorte d'enveloppement stratégique. De façon simple, l'enveloppement stratégique veut tout simplement dire que les quartiers généraux sont défaits, les quartiers généraux sont très affaiblis. On va chercher à perturber l'action militaire en commettant des actions sporadiques dans des zones qui sont considérées comme sûres. Donc, du Voilà. point de vue des perceptions populaires, ça fait peur, mais lorsqu'on creuse à fond avec l'œil d'un analyste ou l'œil d'un militaire, ce sont des signaux et qui sont à saluer, parce que ça sous-entend qu'effectivement, les groupes sont affaiblis dans des localités qui sont originairement concernées par ces attaques terroristes. Donc, cet enveloppement stratégique fait plus de peur, suscite plus d'émotions, d'angoisse auprès des populations que les victoires à proprement militaires qui sont remportées sur le terrain en termes de Clairement. joie et de Mhm. vivre ensemble. Donc, c'est vrai, du point de vue, on peut dire, à la limite du non-initié, ça fait peur, mais lorsqu'on est pointu dans l'analyse des trajectoires de groupes radicaux violents, que ce soit au Sahel ou ailleurs, naturellement, les actions sporadiques posées sont un témoignage éloquent de l'affaiblissement des quartiers généraux et des groupes radicaux violents. Mais ça aussi, c'est aussi les liés de marquer qu'attention, quel que soit euh, la puissance d'une action militaire, quel que soit euh, le niveau tactique opérationnel d'une armée, les groupes radicaux violents ont des moyens d'agir qui échapperaient à toutes les théories militaires, qui échapperaient à toutes les stratégies opérationnelles et tactiques. Donc, de ce fait, ça, c'est lié aussi d'interroger jusqu'où l'action militaire doit-elle être accompagnée par d'autres réponses quand on sait que des localités comme Nioro étaient jusqu'ici
considérées comme des localités sûres, ayant fortement aussi ancré dans des préceptes musulmans. Donc tout cela démontre à combien la menace terroriste n'a ni de limites, mais surtout la façon dont elle se métastase, interroge la nécessité de coupler d'autres réponses à celles proposées par les armées du Sahel, hein. Je pense que c'est une des limites qu'on pourrait clairement évoquer au-delà de tout ce que C'est, les armées. Hmm. ouais. Justement, ces limites, vous dites qu'il faut apporter d'autres réponses à ces opérations militaires et souvent on voit l'attaque qui marque les esprits, comme celle de Bamako ou d'autres, mais on voit pas les victoires sur le terrain. Est-ce que c'est parce qu'on communique pas assez dessus? Comment est-ce qu'on arrive à percevoir cette action de l'armée pour sécuriser justement le territoire? Est-ce qu'il y a assez de communication là-dessus? Différents communiqués sont diffusés par les armées sahéliennes, qu'elles soient maliennes, burkinabées ou nigériennes. Lesquels communiqués sont majoritairement des communiqués écrits, même Mhm, si par moment, les télévisions nationales relaient aussi les victoires remportées par les armées sahéliennes. Mais il semble-t-il que les différentes victoires que remporte l'armée sont perçues par les communautés comme normales. C'est comme si un médecin soigne un patient. Donc, il est là pour ça. Il a été formé à cet effet. Et de même, lorsque une armée venait extraire une menace, ça n'a rien de glorieux du point de vue d'activité c'est le professionnelle. normal, C'est c'est le normal. fait. Je pense il y a ce sentiment de normalité, il y a ce sentiment de fonction régalienne même d'une armée qui consiste à Mhm. sécuriser, à extraire la menace, Oui, à contribuer à asseoir un sentiment de quiétude au sein des communautés. Donc, ce qui fait que ces différentes victoires sont quand même minorées par les perceptions, en dépit de différents communiqués dont ces victoires font l'objet. Mais cela, on peut le comprendre sans forcément aussi les légitimer, parce que quelle que soit la victoire remportée par une armée, notamment sur le plan militaire, naturellement, on se rend compte que le cause structurel de l'insécurité ou le cause structurel du conflit sont quand même persistantes quand on regarde toutes ces insuffisances en termes de délivrance de services sociaux de qualité, de quantité, de base dans ces environnements dits hostiles. Lorsqu'on regarde justement le comportement d'un certain nombre d'acteurs étatiques, qu'ils soient l'administration judiciaire ou qu'ils soient même des acteurs en charge de délivrer l'offre et la demande de sécurité, sont des éléments qui n'aident pas les États à ce qu'ils soient perçus comme utiles par les communautés. Donc, d'où les seules victoires militaires auront du mal justement à impacter sur les psychiques même de communautés, sur le quotidien des communautés. Donc je pense qu'il est extrêmement important pour que les communautés vivent, en tout cas pour que les communautés se sentent dans ces victoires, que ces victoires soient accompagnées par l'utilité sociale de l'État. Il faudra c'est qu'on ça. sente que l'État est utile à travers les acteurs qui l'incarnent, qui sont les porteurs d'uniformes, qui sont tous ces services déconcentrés, qui sont les collectivités territoriales. Mais à l'analyse, on se rend compte que, qu'on soit au Mali, au Burkina Faso, au Niger, même au-delà, au Tchad, si il y a un dénominateur commun parmi toutes ces populations vis-à-vis des États, c'est de s'interroger, l'État sert à quoi finalement? Si le policier est là pour nous raqueter, si l'agent des eaux et forêts est là pour raqueter l'agriculteur ou l'éleveur, si l'administration, si la justice ne fait pas l'objet à une saine administration, naturellement, au bout du tunnel, les militaires à eux seuls auront du mal à faire passer l'État comme utile. Donc je pense que euh,
le peu de joie manifestée vis-à-vis des victoires militaires pourrait s'expliquer par le fait que les autres pans ont quand même du mal à donner satisfaction aux communautés à la base. C'est intéressant cette notion de l'utilité de l'État. C'est vrai qu'on ne se pose pas beaucoup cette question. Quelles sont finalement les fonctions régaliennes de l'État? On le sait, c'est la sécurité. Ça vient en première des priorités, mais en même temps, à côté de ça, on a d'autres défis, d'autres soucis. Euh, Vous parliez tout à l'heure des réponses. Par exemple, la question du renseignement. À un moment, on avait beaucoup parlé de collaboration entre les populations et les forces de défense et de sécurité. Est-ce que ça, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est évident pour les populations d'aider un peu l'armée à faire son travail? Et que ça aussi, il faut être très nuancé en fonction des Et ça peut même localités. être dangereux. Ça peut être dangereux aussi pour certaines populations face aux terroristes et face à la menace. C'est une difficulté pour les communautés à la base. Mhm. Il y a des endroits, hein, que ce soit au Mali, au Burkina, au Niger, même au Tchad, lorsqu'on te voit avec des groupes ennemis, donc des groupes terroristes, tu deviens systématiquement une cible pour les armées régulières. Et de même également, lorsqu'on te voit avec une armée régulière, tu deviens une cible privilégiée pour les groupes radicaux violents. À comment trouver une pondération entre la nécessité de bénéficier de ces renseignements humains, mais dans le même temps, de s'assurer que la protection des populations civiles, une fois que ces renseignements sont obtenus, est aussi garantie et assurée. Et il semble-t-il, à l'analyse, que les États ont quand même jusqu'ici, en dépit de tous les efforts qu'ils consentent, trouvé une telle pondération. Ce qui fait que, de part et d'autre, le renseignement humain manquerait cruellement à l'action militaire. Il est euh, peu compréhensible que des groupes terroristes puissent traverser des villages entiers et finir par s'attaquer à une unité de l'armée ou à un camp militaire sans que l'information ne soit portée à la connaissance de l'armée. Naturellement, ça sous-entend soit les communautés riveraines sont complices, soit par peur des représailles s'abstiennent. Donc, euh, d'où toute la pertinence pour l'armée d'aller au-delà du seul militaire pour arriver à un tel maillage ou à une telle hum, alors, articulation entre communauté et armée. D'autres compétences sont nécessaires. Je pense en l'occurrence aussi aux psychologues, aux agents de développement communautaire. Je pense même à une certaine légitimité religieuse ou traditionnelle. Donc, pour dire que il faut que les États sahéliens comprennent que l'importance qu'a l'action humanitaire a aussi la même importance, l'action communautaire a aussi la même importance. Une fois que cette mise en relief venait à être effective, naturellement, les réponses militaires vont greffer davantage d'autres compétences, d'autres astuces pour gagner le cœur des communautés. Les experts Oui. vous diront que aucune armée au monde, euh, force soit-elle, ne peut arriver au bout de l'insécurité liée au tourisme sans avoir le cœur de communauté avec elle. Donc, pour dire au-delà de cette utilité sociale de l'État, il est extrêmement important de faire appel à d'autres compétences qui pourraient rassurer les communautés, qui pourraient donner des astuces à l'élite militaire à comment intégrer cette dimension humaine dans les actions militaires sans que les communautés à la base ne soient aussi cibles de groupes radicaux violents. Donc je pense il y a des savoirs qui ont été construits, expérimentés dans ce sens quand on remonte un peu dans le trajectoire des groupes radicaux violents, que ce soit le cas de l'Algérie, même de la Mauritanie, on oublie souvent, récemment en Afghanistan ou en Irak, beaucoup de travaux ont été réalisés à comment
trouver ce juste milieu entre la nécessité de fournir de l'enseignement humain, mais également tout en garantissant cette sécurité ou cette protection vis-à-vis des communautés à la base. Alors justement, quand on voit aussi ce qui est arrivé à l'imam Tal, docteur Ali Tunkara, on est quand même interpellé. On se dit, une personnalité religieuse arrêtée par des groupes, où est-ce qu'on en est quand même de ce kidnapping qui alimente, on va dire, toutes les spéculations sur les réseaux sociaux? C'est quand même assez frappant parce que c'est une figure religieuse et en même temps, voilà, c'est un citoyen aussi. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Alors, rapidement, il y a trois aspects à comprendre pour le cas de l'imam Tal. Le premier aspect, quand vous regardez ce groupe radicaux violent avec le référentiel musulman pour les cas du Sahel et en particulier du Mali, il s'inscrivait dans ce qu'on appellerait en théologie musulmane al-harfiya, dans une lecture textuelle du Coran. Donc, pour ces groupes radicaux violents, qu'ils soient avec Al-Qaïda ou l'État islamique, Cheikh Imam Tal est d'un islam falsifié. Donc, il y a déjà un Modéré? décalage idéologique. Voilà. Donc, Modéré? il ne voit pas modéré. Il pense qu'il n'y a pas un islam modéré. Soit c'est l'islam des sources, voilà, l'Usuliyya, soit c'est l'islam falsifié, al-Bid'a. Et ils ont la ferme conviction que Cheikh Imam Tal est d'un islam falsifié. Donc ça, c'est un premier aspect à ne pas occulter de l'analyse. Deuxième aspect qu'on peut aborder avec ce kidnapping, lorsqu'on regarde l'Oraka, l'imam dans une localité comme Nioro, naturellement, c'est aussi une façon d'alerter les autres chers imams d'obédience tidjanite pour leur dire attention, euh, vous êtes comparables aux mécréants parce que vous êtes clairement engagés dans un islam falsifié. Donc votre sang devient issu. Ouais, donc ça, c'est un message fort adressé également aux autres chers qui sont dans ces localités. Maintenant, le troisième aspect qu'on peut retenir de ce kidnapping sans légitimer, c'est juste des aspects pour l'expliquer. Oui. Expliquer, différent de légitimer. Alors maintenant, le troisième aspect, c'est de montrer aussi aux yeux des communautés euh, maliennes, même au-delà, que euh, tout ce que l'armée prétend avoir comme moyen, tout ce que l'armée communique en termes de victoire, euh, nous sommes là, nous restons le plus fort, nous restons les maîtres des différents lieux. Donc, c'est aussi un message de délégitimation de l'État central, un message qui pourrait même amener les populations à douter de la crédibilité de l'État, à même par ricochet finir par réfléchir, ne faut-il pas comprendre ces groupes radicaux violents pour avoir la vie sauve. Donc ça, ce sont ces trois aspects qu'on peut dégager à partir du kidnapping de Cheikh Tal. Donc, euh, les différences idéologiques sont importantes dans la compréhension du phénomène. Et aussi un message adressé aux autres qui sont d'obédience et qualifiés par ces groupes radicaux violents des PDA, donc des qui sont dans l'innovation. Et enfin, une attitude qui finirait par euh, voir l'État comme un État défaillant, un État qui serait aux abois. D'accord. Merci vraiment pour cette analyse. Ça permet de sortir du sensationnel hein, qu'on voit sur les réseaux sociaux et de toutes sortes d'informations contradictoires, docteur Ali Tunkara. Ça me fait penser à toujours cette zone du Sahel, cet ensemble. Aujourd'hui, on a ces trois pays, hein, l'AES qui se sont mis en confédération, en alliance politique et qui veulent sortir de la CEDEAO. Est-ce que c'est finalement une bonne idée quand on voit les défis sécuritaires? Et on va parler après du côté économique, évidemment, pour les citoyens, mais est-ce que c'est une bonne idée de sortir de la CEDEAO? Alors, objectivement, on me dira que quelles que soient les insuffisances d'un ensemble régional, sous-régional, quelles que soient les limites
qu'on pourrait justement observer, il est toujours utile de rester dans un ensemble tout en tirant profit de cet ensemble. Tout n'est pas mauvais, quel que soit l'ensemble. Oui. Partant de ces postulats, effectivement, le maintien serait l'idéal. Vu que le départ étant acté, naturellement, les citoyens de part et d'autre, qu'ils soient de la CEDEAO ou de l'AES, sont inquiets. Lesquelles inquiétudes, il faut les prendre au sérieux. Mais Et à il la se pose limite, beaucoup de questions, hein, docteur Ali Tounkara. On se pose beaucoup de questions. On a ce délai de 6 mois qui a été donné, mais finalement, il va servir à quoi ce délai? de mon point de vue, ces 6 mois vont constituer un intervalle à la fois pour les pays de la CEDEAO et définir des approches relativement cohérentes et partageables vis-à-vis des trois pays de l'Est qui sont le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Mais surtout, d'éviter que des décisions collectives, si elles venaient à être prises par la CEDEAO au terme de ces 6 mois, ne fassent pas l'objet d'une application partielle et parcellaire. De façon simple, si la CEDEAO venait, par exemple, à instaurer le principe de visa pour lier la mobilité des populations de l'AES vers les pays de la CEDEAO, que cela soit subordonné à l'obtention d'un visa, il n'est pas évident que certains pays membres de la CEDEAO respectent une telle disposition de façon Oui, scrupuleuse, parce que pour ce qu'on pourrait qualifier de la réelle politique. Donc, une fois que il y a il y a cette application parcellaire de décision collective, l'organisation sous-régionale pourrait être perçue davantage affaiblie. Donc, les 6 mois vont servir à cela, et essentiellement, à mon avis. C'est aussi un moyen pour la CEDEAO et même pour l'AES de se donner le temps d'assister à ce qu'on pourrait qualifier à une saturation des tensions. Parce que ça va trouver que les oui. tensions ont baissé de part et d'autre. Donc, à froid, les discussions sont plus productives, pertinentes et efficientes que de les engager à chaud. Donc, le CIMA, il Oui. sert à cela. Mais sinon, pour tout observateur averti, et il n'est pas envisageable que le Mali, le Burkina Faso et le Niger reviennent à court terme à la CEDEAO ou qu'ils revoient la décision du retrait. Donc, je pense que ces deux éléments sont importants. Comment arriver à une décision collective relativement cohérente et constante entre les membres de la CEDEAO et enfin, à comment donner toujours une chance à ce que les éventuelles discussions se mènent dans un environnement relativement plus apaisé qu'il ne l'était il y a quelques mois de cela. Ali Tunkara, pour finir cet entretien, comment voyez-vous justement ces 6 prochains mois? Nous sommes rentrés dans l'année 2025. Les challenges et les défis sont immenses pour le Mali. Euh, Certains parlent d'élections, d'autres n'en parlent pas. Quelle est votre projection personnelle de cette année 2025? Alors, les 6 premiers mois risqueront d'être la continuité de 2024, tant en termes euh, d'offres politiques, de même également en termes d'action militaire. Des changements notoires pourraient difficilement s'opérer dans les 6 mois à venir, dans l'avenir du Sahel. Maintenant, ce qui reste peut-être envisageable, c'est de voir l'Alliance des États du Sahel davantage structurée, parce qu'il y a quand même des organes de part et d'autre qui se mettent en place. Nous avons des officiers de liaison de part et d'autre qui sont installés. Des opérations sont menées à partir de différents secteurs, secteur Mali-Burkina, secteur Burkina et Niger-Mali. Ça, ce sont des actions qui vont, dans les 6 mois à venir, vont être partagées et comprises davantage par les communautés. Mais en ce qui concerne un redimensionnement des cadres politiques ou un redimensionnement vis-à-vis des ensembles comme l'Union européenne, l'Union africaine,
même la CEDEAO, sont des Oui, hypothèses voilà, l'UEMOA sont des hypothèses, à mon avis, à court terme, qui restent marginales. qui reste marginal. Je ne peux résister à l'envie de vous demander une petite réaction sur cette réflexion hein, du président français Macron qui estimait que les États n'ont pas été assez reconnaissants. Le Mali a quand même, s'est quand même débarrassé de la MINUSMA et des forces françaises. Est-ce qu'on peut dire que le Mali s'en sort bien? Et que pensez-vous de cette réflexion du président français? Et il semble que cette sortie fracassante n'a ni aidé la France, ni aidé les États concernés en Afrique, en l'occurrence les pays qui connaissent la transition ou les pays qui ont demandé récemment à l'armée française d'organiser son départ. Lorsqu'on est à un niveau aussi critique des relations internationales, il est extrêmement important de ne pas succomber à l'escalade émotionnelle. Ça reste certes, le président Macron reste un être humain, et des insuffisances pourraient être observées dans son agir, mais il semble-t-il, cette déclaration n'a pas été utile pour la France et non plus Oui. pour l'Afrique. Maintenant, ce sont aussi des choses qui sont normales dans les relations entre les États. Il y a des moments de tension comme des moments de gloire. Donc, je, je mettrai cette phase dans des moments de tension, mais tout laisse croire que le Sahel ne peut pas se passer de la France comme la France ne peut pas se passer du Sahel. Des raisons très anthropologiques de part et d'autre. On a des binationaux, de part et d'autre, on a des entreprises qui sont bien installées, de part et d'autre, on a des facilités qui sont accordées, même en termes de mobilité. Aujourd'hui, un Malien qui veut même se rendre en Belgique avec c'est le réchauffement climatique entre Paris et Bamako fait que son trajet est long. De même un Burkinabé qui veut même se rendre en Allemagne, je parle même pas de la France, c'est le réchauffement climatique entre Il y Paris a et des intérêts communs. On a des il y a des intérêts intérêts communs. communs. De toute façon, donc, il faut être lucide dans l'analyse. Des Les deux intérêts. parties ont tout à gagner en acceptant de revoir leur position. Je pense que pour ce faire également, il est de la responsabilité des acteurs de la société civile de susciter une telle dynamique. Parce que quand on regarde côté étatique, il n'est pas évident que l'initiative soit portée. Mais aujourd'hui, les organisations de la société civile sahélienne ont la lourde responsabilité d'amener les différentes élites, qu'elles soient africaines, françaises, de revoir leur position pour les intérêts des populations de part ou d'autre. Oui. Et sur le plan économique, rapidement, docteur Tunkara, comment vous voyez les choses? La situation énergétique est assez difficile au Mali. Le développement économique de cet ensemble, hein, qu'on appelle l'AES aujourd'hui, euh, ça paraît assez titanesque. C'est vrai que pour la crise énergétique, les solutions, elles ne sont pas du tout à trouver à court terme parce que les élites militaires maliennes, nigériennes, même burkinabées, compteraient davantage sur les ressources qui vont être tirées de l'exploitation de l'uranium, de l'or, et pour les réinvestir dans des solutions énergétiques. Et pour ce faire, malheureusement, les populations sahéliennes sont appelées à s'inscrire dans ce qu'on pourrait qualifier du long temps. C'est vrai que ce sont des solutions qui peuvent apporter, en tout cas, un dénouement heureux à cette crise énergétique, mais malheureusement, les solutions s'appellent le long temps et non du court terme. Et du côté des mines, docteur Ali Tunkara, ça bouge, hein. On a eu une société de lithium qui a été inaugurée récemment, les contrats miniers qui sont redéfinis, cette affaire avec Barrick Gold, ça bouge dans le secteur minier, on peut dire. Et le Est-ce que ça principe bouge dans le bon sens pour le Mali? non, sans être dans le secret des difficultés ou des discussions, les mines partout, Oui. elles restent très problématiques, hein, qu'on soit en Afrique ou qu'on soit en Afrique ou en Asie, en Europe, en Occident de façon générale, les compagnies minières ont toujours œuvré de façon opaque. Mais dans le même temps, il faut quand même aussi reconnaître qu'il y a des clauses qui lient ces compagnies minières aux États concernés. Donc, cette période de tension doivent être traversées
avec beaucoup de lucidité, avec beaucoup d'intelligence et surtout avec la perspective sans tomber dans le raccourci ou dans le simplisme qui pourrait coûter cher aux États concernés et aux compagnies concernées. Aux compagnies concernées, mais avec une plus grande mainmise hein, de notre part sur nos ressources minières, finalement, docteur Tunkara. Ce sont des clauses. C'est vrai qu'il y a, ce sont ces sentiments d'être à la merci de compagnies étrangères. Ce sont ces sentiments d'être inféodés à des États extra-sahéliens qui sous-tendraient derrière les différents coups d'État et qui légitimeraient l'avenir de ces militaires au pouvoir. D'où toute la pertinence pour ces militaires, en tout cas, de poser leur marqueur afin de légitimer le pourquoi de la prise de pouvoir par des armes. Dernière question, Ali Tunkara. Le président Donald Trump va être investi le 20 janvier. On le sait, il est plutôt tourné vers l'Amérique, hein. L'Afrique représente-t-elle encore un intérêt stratégique ou un intérêt en tout cas économique hein, pour l'Amérique, cette Amérique qui va être celle de Donald Trump? Au regard de la mondialisation et de la globalisation, quelle que soit une partie de la planète, elle est importante dans l'hégémonie américaine. Serait dans son premier quinquennat, le président Trump, à la limite, à défaut d'avoir un mépris vis-à-vis de l'Afrique, euh, il n'a pas porté un intérêt aussi particulier. Mais il semble-t-il, au-delà du positionnement de la Russie, au-delà du positionnement de la Chine, et même de certaines puissances émergentes comme la Turquie et l'Inde, et ces éléments vont forcément amener le président Trump à revoir justement son agenda vis-à-vis du continent africain. Mais toujours est-il que le président Trump a la ferme conviction que les enjeux sahéliens sont très loin des États-Unis. À titre d'exemple, il n'est pas pensable, il n'est pas imaginable qu'un terroriste malien ou nigérien puisse s'attaquer aux États-Unis parce qu'il a quand même tout un continent à traverser. Donc je pense que euh, cette, euh, euh, ce sentiment d'avoir l'Afrique comme une menace distante fait que le président Trump n'accorderait pas assez d'importance à renouer ses liens avec l'Afrique de façon générale. Merci beaucoup, docteur Ali Tunkara, pour cette conversation hein, instructive sur le Sahel, la situation de nos États, du Mali, et il y aurait encore beaucoup de choses à dire, mais nous en avons largement parlé aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes directeur exécutif du Centre des études sécuritaires et stratégiques au Sahel, maître de conférences en sociologie à l'Université des lettres et sciences humaines de Bamako et aussi auteur de nombreuses publications sur le Sahel. Merci beaucoup, docteur Ali Tunkara. Merci, même pour cet entretien fructueux. Un très prochain numéro. Bien sûr. Et à très Merci. bientôt en tout cas. Très bientôt. Merci, Ouais. docteur. Merci. Merci.